Bon, bonsoir, nous accueillons donc aujourd'hui pour présenter, exposer et discuter avec nous les choix, les positions, les pratiques de l'une des plus grandes ONG mondiales, à savoir Oxfam. Nous accueillons donc la personne qui a des fonctions de directeur du plaidoyer, on comprendra ce que c'est tout à l'heure, et des études donc pour Oxfam France. La séance, je dois dire, a été préparée avec une grande précision et investissement personnel par Pierre-André, qui est donc doctorant ici avec moi et qui a été, dans l'été, je pense, collaborateur, en tout cas, a travaillé un peu avec Oxfam. Voilà, donc il connaît un peu la chose et ses options, j'imagine, et ses pratiques, mais de façon brève. Voilà, donc je vais lui donner la parole dans un tout petit instant à Pierre-André pour qu'il présente les choses telles qu'il les perçoit. Moi, je dirais que mon intention d'inviter Oxfam a été déterminée par deux considérations. La deuxième étant venue renforcer, s'il en était besoin, la première, encore récemment. La première, c'était qu'effectivement, il s'agit non seulement d'une très grande ONG internationale, mondiale, mais d'un des grands types d'ONG. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, comme ceux d'entre vous qui est là le savent, avec Ronnie Broman, qui, dans l'esprit de l'organisation de ce séminaire, pour autant que l'organisation est un esprit, mais enfin, dans l'esprit, quand nous l'avons organisé, Ronnie Broman et Oxfam, enfin, le Médecins sans frontières et Oxfam, représenté donc par Ronnie Broman et par Nicolas Verken, incarnait ou correspondait à un des deux grands types que nous avons présentés à plusieurs reprises d'ONG, avec des ONG extensives, plutôt dont les interventions sont plutôt organisées par la considération des besoins. Donc ça, c'est plutôt, je pense que cette distinction turcit les choses inutilement, mais enfin, elle est utile pour s'orienter. Ça correspond en tout cas à la façon dont Médecins sans frontières, via Ronnie Broman, se perçoit. Et puis nous avons un autre type d'ONG qui correspond plutôt à une approche par le droit, à des objectifs de type plus juridico-politique, et à des convictions qui sont exprimées en termes de droit. Je pense qu'on les rencontrera, si ça n'était pas le cas, par impossible, on les verserait au-delà de tel ou tel de la soirée. Donc ça, c'est la première raison, c'est que ce premier semestre étant consacré à l'approche humanitaire des inégalisations extrêmes sur lesquelles nous travaillons, c'était les deux grandes approches que nous voulions aborder et confronter, pour autant qu'il y ait confrontation, ce qui n'est pas entièrement certain non plus. Et puis la deuxième raison d'inviter Oxfam et un représentant d'Oxfam, c'est le rapport publié très récemment, le 29 octobre, par Oxfam, que je vous ai envoyé à la plupart d'entre vous, je pense, à égalité, qui est un document ample, 150 ou 160 pages, auquel vous pouvez accéder en ligne directement, sans rencontrer d'obstacles, ce qui est toujours intéressant et sympathique. Ce rapport, parmi beaucoup d'autres choses, ce tout nouveau document d'Oxfam, prend au moins en partie, et moi ça m'a beaucoup frappé, le contre-pied du rapport publié par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, en juillet dernier, sur l'état atteint par le programme des objectifs du millénaire pour le développement. Dans ce rapport, celui du PNUD, n'est-ce pas, qui m'a beaucoup étonné, beaucoup frappé sur le point que j'évoque, j'en ai parlé dans plusieurs séminaires autres que celui-ci, le PNUD affirme que l'objectif analyse la situation dans ces termes-ci, que l'objectif des OND de réduire de moitié la pauvreté extrême, ce qui était le premier objectif des OMD, avait été atteint, ce qui est formellement vrai.
sans qu'on doive nécessairement en déduire qu'il y a eu une avancée considérable faite dans la résorption des inégalisations extrêmes, notamment pas seulement, mais au sud du Sahara. Et par rapport à cela, il m'a semblé, peut-être c'est une erreur d'appréciation, mais vous me corrigerez si vous le souhaitez, que Oxfam soutient plutôt expressément dans ce rapport que le problème n'est pas réglé, ni même n'est véritablement entamé, parce que le rapport insiste beaucoup, le rapport d'Oxfam à égalité insiste beaucoup, je le cite, page 24, sur le fait qu'au contraire, je le cite donc, il est temps d'agir pour mettre fin aux inégalités extrêmes, ce qui est, il se trouve, notre problématique et notre fil conducteur, donc il est devenu de plus en plus dans les 2 années précédentes de ce séminaire sur les inégalités entre globalisation et particularisation. Et Oxfam développe cette conviction, l'argumente avec, au fond, la perspective selon laquelle, dans l'état des lieux des inégalités ou des inégalités injustes, il faut essayer de concevoir des transformations appelant, pour un certain nombre de raisons, alors nous allons en débattre, autre que l'indignation, l'émotion, etc., mais ça joue aussi certainement un rôle dans ces convictions, un nouvel investissement dans des pratiques d'éradication avec des objectifs, des visées, des convictions qui sont aussi de teneur, on y reviendra, politique, au moins au sens d'un investissement juridico-politique. Donc voilà les 2 raisons qui vraiment surdétermine ce choix et confirme, ce qui est toujours plaisant, qu'un choix qu'on a fait avant le rapport était un choix judicieux. Voilà, donc je donne la parole à Pierre-André pour qu'il présente lui-même sa perception de cette séance, de notre invité et d'Oxfam. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, M. Verken, de votre présence ce soir, qui, comme l'a dit M. Renaud, va nous permettre de compléter l'analyse déjà commencée sur le rôle des ONG dans la lutte contre les inégalités extrêmes, avec, comme vous l'avez dit, une vision probablement différente de celle qui a été exprimée par Ronnie Broman pour le compte de MSF, ce qui sera, à mon avis, très intéressant. J'aimerais juste faire une courte remarque introductive quant à l'intérêt de recevoir un professionnel du monde des ONG dans notre séminaire de philosophie politique. On pourrait se demander dans quelle mesure nous avons à apprendre, nous qui nous intéressons à la philosophie politique appliquée, de la vision et des pratiques d'une organisation non gouvernementale comme Oxfam. Qu'est-ce que l'étude des ONG en fait peut nous apprendre? Il me semble que le travail des ONG nous informe la réflexion philosophique appliquée d'au moins 3 manières. Tout d'abord, les travaux d'une ONG comme Oxfam, donc on le voit par exemple avec ce rapport sur les inégalités, constituent une source de données sur les inégalités extrêmes et Oxfam publie de manière très régulière beaucoup de rapports sur des sujets aussi variés que les inégalités de genre, les inégalités sanitaires, les droits de l'homme, la justice sociale ou encore la justice climatique. Donc les ONG sont une sorte de centre de recherche aussi qui nous fournissent des données qui peuvent nous servir dans la pratique de la philosophie politique appliquée. Ensuite, les ONG comme Oxfam peuvent aussi nous apporter une analyse politique des relations de pouvoir, du fonctionnement des institutions mondiales avec qui elles sont en relation au quotidien. Et une telle compréhension des rapports de pouvoir réels, et pas seulement théoriques, semble aussi essentielle à la pratique d'une philosophie politique appliquée. Et enfin, les ONG sont aussi une source prolifique d'expérimentation politique, que ce soit dans leur pratique sur le terrain ou dans leurs recommandations politiques pour la gouvernance mondiale. Et à mon sens, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement applicatif de la philosophie, c'est-à-dire proposer des solutions pour lutter contre les inégalités extrêmes, comme le fait Oxfam, c'est une source qu'on aurait tort de négliger. Donc, je vais donc laisser la parole à M. Nicolas Verken, que je remercie encore une fois du temps qu'il nous accorde. Et donc son intervention sera, comme l'a dit M. Renaud, l'occasion d'explorer la vision d'Oxfam, sa mission, la mission qu'elle se propose de remplir, de mieux comprendre son fonctionnement et ses pratiques, ainsi que de commenter ce rapport dense publié très récemment sur les inégalités. Merci. Donc vous disposez de presque la totalité du temps que vous souhaitez utiliser, dans les limites
de la nécessité d'avoir une discussion, comme on le souhaite, comme nous souhaitons, à la fois avec vous, entre nous, avec la salle, etc. Disons que vous pouvez utiliser jusqu'à 1 heure, si vous le souhaitez. Ou procéder autrement, comme vous voulez, vraiment. Comme vous voulez. On va essayer de se tenir à 1 heure, peut-être un petit peu moins, pour garder du temps pour la discussion. D'abord, excusez-moi pour mon propos qui va peut-être être terre à terre, parfois touffu ou confus. Je suis effectivement plus un praticien qu'un penseur. Mais parfois, on essaye de penser aussi et de rencontrer les penseurs, en tout cas. Je voudrais faire ma présentation autour de 3 temps. D'abord, qui on est, qui est Oxfam, et je pense que c'est intéressant justement de nous situer dans cette galaxie non gouvernementale par rapport à MSF, par rapport à d'autres, quelles sont nos spécificités de mandat opératoire. Ensuite, sur ce que vous souleviez, c'est-à-dire vous aider à décrypter la réalité des cartes du pouvoir et de production du changement politique, et vous faire une présentation rapide sur ce que nous on conçoit comme relevant du plaidoyer et des campagnes et de l'influence et de la production du changement politique en général. Il y a vraiment plus une boîte à outils méthodologie. Et enfin rentrer peut-être spécifiquement dans ce contenu inégalité qui est vraiment au cœur du gros rapport qu'on vient de lancer, sachant qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels on travaille que je pourrais mentionner rapidement, mais en tout cas ce soir on se concentrera peut-être sur ce thème-là. Alors j'essaye de faire fonctionner ça. Normalement ça marche. Normalement ça devrait marcher, ouais. Pas de signal. C'est quand même pas tellement bon signe, quoi. Ah, il était pas branché ? Si. Pour lancer l'affichage en fait. C'est celui-là. On va juste aller sur le bureau. C'est en mode voix. Vous savez comment on se fait dans l'affichage sur le... Pour moi c'était plus par là. Ouais, mais... ça. Du coup, je vais le temps qu'on mette ça. Donc rapidement pour nous situer dans la galaxie ONG. Et moi, j'aime bien présenter les 3 grandes familles d'ONG, en tout cas tournées vers l'international, au-delà des familles type syndicats ou mouvements corporatistes, etc. Avec un paquet droits de l'homme. Vous allez avoir au niveau international Human Rights Watch, Amnesty, la FIDH, d'autres organisations plus spécialisées comme la CAT en France ou d'autres. Une famille humanitaire, opérationnelle terrain, pour intervenir en urgence, sauver des vies, à court, moyen terme, mais surtout court terme. Et MSF est largement dans ce paquet-là, en caricaturant, mais largement. Et une famille développement, qui vise plus à mettre en œuvre des projets de développement qui vont permettre aux populations de atteindre leur sécurité alimentaire par leurs propres moyens, de trouver des moyens de subsistance qui vont leur permettre de financer leur propre développement personnel, économique, etc. Donc plus le paquet développement. Et pour faire rapide, Oxfam, on est un petit peu dans les 3. Voilà. Et donc ça fait que c'est quelque chose qui nous différencie
pas mal d'autres ONG. Et de fait, on le voit typiquement. Donc en France, on a Coordination Sud, qui est la principale plateforme d'ONG de solidarité internationale. Et on est une des rares à être quasiment dans toutes les commissions thématiques et intermédiaires de cette coordination, vu l'ampleur de notre mandat thématique. Alors peut-être un petit retour en arrière. Donc, moi, je travaille pour Oxfam France, qui est le membre français d'une confédération de 17 ONG nationales. Donc il y en a en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud maintenant, en Inde. Donc 17 organisations nationales qui sont chacune Oxfam dans leur pays et qui mettent en œuvre des programmes humanitaires et de développement dans plus de 70 pays. Et en plus de la mise en œuvre de ces programmes humanitaires et de développement, alors humanitaire typiquement, et c'est là où on se retrouve souvent avec MSF sur des terrains, on fait beaucoup de projets d'adduction d'eau et d'assainissement, notamment en situation de crise ou d'urgence, dans des camps de réfugiés, on fait des latrines, on fait des pompes à eau, etc. Donc ça c'est un volet de notre activité dans de nombreux pays. Développement, on va avoir des programmes de mise en place de stocks de proximité de céréales dans les pays du Sahel, on va avoir des programmes de formation aux droits des femmes dans des différents pays du Maghreb, etc. Donc là des programmes de développement. Et puis le dernier volet, qui est ce qu'on appelle l'influence, le plaidoyer et les campagnes. C'est-à-dire que ces 17 organisations nationales partagent largement une même vision du monde et un même agenda politique. Et nous avons en commun de vouloir agir non seulement sur ces symptômes des inégalités et de la pauvreté, mais aussi sur les causes, et de changer les mécanismes structurels, politiques, économiques qui produisent cette pauvreté, cette vulnérabilité, toutes ces injustices dans les pays dans lesquels nous intervenons. Ça, je pense que c'est assez spécifique d'Oxfam. On a d'autres ONG qui visent aussi au traitement des causes, mais parfois sur un sujet spécifique. Le climat, par exemple, on pourra y revenir plus tard. Donc voilà, donc nous, le nom Oxfam, en fait, c'est parce que le premier Oxfam est né en Grande-Bretagne, à Oxford, en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, il s'agissait de mobiliser la solidarité des Britanniques en soutien des Grecs qui étaient soumis au blocus. Et donc c'était principalement une aide alimentaire pour briser le blocus, pour venir en aide aux Grecs. C'est devenu, dans le temps, Oxfam Grande-Bretagne qui a développé ces programmes. Et Oxfam Grande-Bretagne, au fur et à mesure des années, est entré en contact avec d'autres organisations, chacun dans son pays, qui poursuivaient des buts communs pour créer cette confédération. Donc ça, c'est la localisation des différents affiliés d'Oxfam. Voilà. Et donc Oxfam France a été créé en 88, à la fin des années 80, et s'appelait Agir ici. Et dès le départ, c'était une association qui a été créée par différents militants et cadres d'autres ONG qui avaient, je dirais, cette approche classique de dire on fait du développement, on va aller installer des puits, on va aller construire des écoles, former des instituteurs, etc., mais qui n'avaient pas encore développé cette analyse politique et cette capacité d'influence sur des politiques publiques, des causes structurelles qui déterminaient les contextes de pauvreté dans lesquels elles intervenaient. Contrairement aux ONG, notamment anglo-saxonnes, qui avaient déjà développé ce type d'approche dès les années 70 notamment. Et donc Agir ici, à la fin des années 88, c'est créé sur ce modèle-là, sur le fait de dire nous avons vocation à intervenir en France sur les pouvoirs, principalement les pouvoirs publics, éventuellement les acteurs privés, mais à l'époque principalement les pouvoirs publics français, voire européens, voire auprès de certaines enceintes internationales, pour infléchir, influencer certaines pratiques, certaines politiques qui causent de l'injustice à travers le monde. Et Oxfam France a été approché par, Agir ici a été approché par Oxfam International au début des années 2000, est devenu en 2006 le membre observateur de la Confédération, et nous sommes depuis 2010 Oxfam France en tant que tel. Nous avons plus de 70 000 abonnés à la newsletter, près de 17 000 donateurs actifs, et près de 70 000 soutiens sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça c'est Oxfam France, donc Oxfam dans le monde, je disais 17 affiliés. Si on consolide tous les budgets d'intervention de tous les Oxfam, c'est près d'1 milliard de dollars
chaque année de budget consolidé d'intervention dans le monde, à la fois sur les volets humanitaires, développement et plaidoyer et campagne. Donc, notre mission, notre vision, c'est un point de départ qui est qu'une personne sur 3 dans le monde vit dans la pauvreté. Vous arrivez à lire? Ouais. Et pour nous, il s'agit de changer cette situation en mobilisant le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Alors, ça fait un petit peu du jargon, mais ça veut dire qu'on n'a pas une caisse d'argent et on va donner de l'argent aux gens pour qu'ils soient moins pauvres, mais on a une boîte à outils qui permet de mobiliser des personnes, des communautés, des acteurs institutionnels pour changer, s'attaquer durablement aux causes structurelles de la pauvreté et des injustices. Les domaines sur lesquels on intervient sont les questions de l'accès à la santé et à l'éducation pour toutes et pour tous, et en lien avec ça, le financement du développement dans les pays du Sud. Et donc là, typiquement, accès à la santé et accès à l'éducation, donc on a des projets classiques où on va soutenir des partenaires locaux. À Gaza, par exemple, on soutient une association qui fait de la santé publique. Au Niger, on a des programmes d'éducation pour mise en place de classes passerelles, de réinsertion de jeunes en milieu rural et d'inclusion dans le milieu scolaire formel. Donc, là, on est dans le classique. Mais aussi, dans ces contextes-là, on intervient pour essayer de changer les pratiques et les politiques d'acteurs institutionnels. Donc, au Niger, par exemple, influencer la politique d'éducation du gouvernement nigérien, en termes de curriculum scolaire, de priorités géographiques d'installation des écoles, par exemple. Et puis, au-delà de la politique éducation, d'arbitrage budgétaire du gouvernement nigérien sur le fait, par exemple, de financer peut-être un peu moins la défense ou certains postes et davantage l'éducation. Donc ça fait partie de notre travail d'influencer sur les causes structurelles de la pauvreté, en lien avec la question de la lutte pour une exploitation des ressources naturelles plus juste, typiquement au Niger aussi. Nous travaillons avec la société civile locale pour qu'Areva soit soumise au régime fiscal normal prévu par la loi nigérienne, qu'elle soit transparente sur les ressources qu'elle tire de l'uranium nigérien, qu'elle soit transparente sur ce qu'elle redonne à l'État nigérien, et derrière, pour que l'État nigérien investisse davantage ses ressources dans les services des communautés locales. On travaille sur la lutte contre le changement climatique. Alors, non pas tant que la banquise ou les ours soient des préoccupations majeures pour nous. À titre personnel, elles peuvent l'être, mais ce n'est pas là le cœur de notre mandat. Le cœur de notre mandat, c'est que pour nous, le changement climatique est déjà en train d'impacter les populations vulnérables des pays du Sud, que ce soit, ça a été typiquement le cas du méga-cyclone Haiyan d'il y a un an aux Philippines, où on a une accélération et une intensification des phénomènes climatiques liés au réchauffement climatique, et donc de plus en plus de tempêtes, de cyclones, de tornades, et qui en pratique, on voit bien que des pays comme le Japon ou les États-Unis, qui font face aussi à des phénomènes météorologiques particulièrement dangereux, ont les moyens et les ressources pour, plus que d'autres, pour s'y préparer et en réduire l'intensité et l'impact sur les populations. A l'inverse, les Philippines, la Somalie, quand vous avez un tout petit raz-de-marée qui s'étend sur la Somalie, ça a des dégâts considérables. Et donc, on regarde le changement climatique par cet angle-là, du fait que ça a déjà des impacts sur les populations vulnérables, et ça va en avoir encore plus par rapport à l'évolution vers les objectifs du millénaire pour le développement. Globalement, dans le monde, sur les dernières décennies, on a une baisse du nombre de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire, et notamment en Asie, notamment en Chine et en Inde. Mais on a une augmentation du nombre et du pourcentage de ces personnes dans d'autres zones, et notamment en Afrique subsaharienne. Et on voit bien que la courbe que prend l'évolution du changement climatique va faire que ces progrès-là de lutte contre l'insécurité alimentaire, à l'horizon 2050 au plus tard, sont menacés. Et qu'on pourrait avoir globalement une inversion de cette courbe de la réduction de l'insécurité alimentaire à travers le monde. Et donc à ce titre-là, nous souhaitons contribuer à lutter contre le changement climatique.
Ce sera de fait pour Oxfam France notre campagne principale l'année prochaine. Et si vous voulez, dans la discussion, on pourra revenir sur les façons dont on porte ces messages et notre différenciation par rapport à d'autres acteurs de la société civile notamment. Le droit à l'alimentation, classique, j'en reviens pas. La lutte pour l'exploitation des ressources naturelles, j'ai mentionné l'exemple du Niger. Et donc, au-delà de la réponse humanitaire face à des conflits armés ou à des crises naturelles, on intervient aussi pour agir sur les causes de ces crises. Typiquement, sur des pays comme... bon, il y a tout un volet historique où on a travaillé sur le maintien de la paix. Et en fonction des crises, on a été amené à appeler à certaines interventions armées, à l'inverse dans d'autres contextes, à dire non, elles seraient contre-productives, et à nous pencher sur le mandat des opérations de maintien de la paix et leur effectivité sur certains théâtres. Moi, j'ai notamment beaucoup travaillé sur le Tchad, sur la RDC, sur le Mali plus récemment, ou la Centrafrique, le Soudan également. Mais au-delà de ces opérations de maintien de la paix, on voit bien que les déterminants structurels en termes de violence, on voit plus du côté des acteurs locaux, et donc comment est-ce que là on résout vraiment, véritablement, structurellement et à long terme ces problèmes d'insécurité des populations, que ce soit RDC, que ce soit Mali, que ce soit Tchad, Soudan, Centrafrique par exemple, on se rend compte qu'il y a une problématique commune qui touche à la réforme des systèmes de sécurité, contrairement aux forces d'armée et de police. Est-ce que celles-ci sont effectivement formées? Est-ce qu'elles sont effectivement financées? Est-ce qu'il y a des chaînes de commandement fiables? Est-ce que derrière, il y a une justice qui est capable de lutter contre l'impunité au sein des forces armées et de police, etc. Et là, typiquement, on touche à des causes structurelles qui peuvent générer de l'instabilité et de l'insécurité pour les populations. Et donc, nous travaillons aussi sur ces questions-là dans certains théâtres. Et puis aussi sur parfois des questions de processus de paix, et sur la viabilité et la durabilité et le caractère juste de certains processus de paix, de manière générale, en plaidant pour une meilleure inclusion de groupes qui sont traditionnellement et structurellement absents de ces processus de paix. On va penser évidemment aux femmes. Typiquement en Afghanistan, on vient de ressortir une étude montrant que historiquement, sur les 15 dernières années, les femmes... y compris les femmes organisées par groupe, ont été systématiquement exclues des processus de paix et des négociations, et que les intérêts des femmes et la problématique des droits des femmes dans la société afghane a toujours été exclue de l'agenda des négociations des processus de paix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. La question de la prise en compte des réfugiés et des déplacés. Si on prend... que ce soit les réfugiés hutus-rwandais qui étaient au Congo, que ce soit les réfugiés du Darfour qui sont au Tchad, que ce soit les réfugiés maliens, notamment du nord du Mali, et notamment de type arabe, ou venant de l'Azawad, qui sont encore aujourd'hui au Burkina, au Niger, en Mauritanie, on voit que la problématique des réfugiés, c'est pas juste des personnes qui ont des besoins de subsistance vitaux et auxquels il faut apporter à manger et à boire et des soins de santé, c'est aussi des populations qui vont nourrir un ressentiment politique, une haine vis-à-vis de ceux qui les ont chassés ou de ceux qui n'ont pas été en mesure de les protéger. On voit bien que c'est souvent des foyers de recrutement de miliciens, d'opposants politiques, et donc là aussi on est amené à plaider pour une meilleure inclusion de ces populations dans des processus politiques. Voilà très rapidement sur les thèmes et le champ de ce sur quoi on travaille. On pourra revenir après plus dans le détail sur les thèmes spécifiques, sachant qu'après on va faire un focus sur la question des inégalités en transversale. Peut-être très vite vous parler de notre boîte à outils. Qu'est-ce qu'on entend par... hop, ça va revenir. Ou pas? J'ai pris un risque démesuré, là. Ah non, c'est pas ça. Bon. Si, c'est ça, voilà. Très bien. Ça, c'est notre boîte à outils, plaidoyer et campagne. Donc, on ne se satisfait pas d'une situation de violation de droits d'une communauté, de changement climatique ou d'autres. Et donc,
qu'est-ce qu'on fait. C'est là où on ne répond pas uniquement par le projet local, le projet de développement, mais on va changer une politique, une pratique. Et donc, on a tout un exercice, on va d'abord définir cet objectif politique, législatif, comportemental. Par exemple, si on parle de changement climatique, on va dire, ok, je suis contre le changement climatique. D'accord, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, on va dire, mon objectif, ça va être de garder le changement climatique en dessous, un réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. D'accord, est-ce qu'on peut être plus spécifique? Et donc, on va aller identifier au sein de cet objectif, on va aller se fixer des objectifs intermédiaires, aussi spécifiques que possible, dans le temps, en termes de mesurabilité et en termes de personnes ou d'institutions à convaincre. Donc, si on parle climat, nous, un des objectifs qu'on se fixe, qui va paraître très technicien et opérationnel, c'est d'obtenir que la loi française sur la transition énergétique intègre des dispositions obligeant le secteur privé en général et le secteur financier en particulier à mesurer et rendre public son empreinte carbone, et pour le secteur financier, rendre public le contenu carbone de son portefeuille. Alors là, ça fait très geek tout de suite, mais voilà, on a besoin d'arriver à ce degré de précision pour se donner un objectif politique spécifique qui nous permet après de dérouler notre boîte à outils. Donc une fois qu'on s'est fixé cet objectif-là, donc voilà, un amendement spécifique au sein d'une loi, dans ce cas-là, ça peut être autre chose, hein. Ça pourrait être un objectif qui pourrait être du déclaratoire, typiquement sur des grands sommets, en général en amont de l'Assemblée générale des Nations Unies, par exemple, on se fixe plus des objectifs d'influence, de déclaratoire politique, dans des cadres de grands discours de politique générale. Ça peut être, c'est pas forcément dans du législatif ou du politique dur, ça peut être dans de la pratique opérationnelle, faire que, je sais pas quoi, la mission des Nations Unies dans tel pays interagisse davantage avec la société civile, par exemple, pour définir ses propres priorités opérationnelles. Mais une fois qu'on a défini ça, on va définir la cible primaire, quel est l'acteur, quelle est l'institution, quelle est la personnalité qui va pouvoir faire advenir ce changement, qui va prendre la décision qui fera que je vais atteindre mon objectif. Si c'est une loi, ça peut être en fonction de la loi, tel ministre de tutelle, ou bien si c'est un vrai enjeu stratégique, en pratique, on va estimer que l'arbitrage de toute façon sera fait à l'Élysée. Ou alors, si c'est vraiment un micro-amendement, peut-être que notre analyse de pouvoir va nous faire penser que non, en fait, c'est uniquement le rapporteur de la loi, ou même tel député spécifique, qui lui seul, ça suffira, aura le pouvoir de porter cet amendement. On va identifier une cible secondaire, une ou plusieurs cibles secondaires qui permettent d'avoir accès à cette personne. Typiquement, chaque fois que dans notre analyse de pouvoir, on se rend compte que la décision et l'arbitrage final sera pris au niveau de l'Élysée, ce qui en fait nous arrive souvent. On voit pas François Hollande tous les jours, et on ne voit pas non plus même les conseillers de la cellule Diplo tous les jours non plus. On les voit souvent, mais pas tous les jours. Même quand on les voit, on n'arrive pas toujours à les convaincre. Donc on essaie d'identifier d'autres acteurs en fonction du dossier qui sont pertinents aussi. Donc typiquement, si on parle de loi de transition énergétique, il faut aussi qu'on rencontre impact sur le secteur financier, il faut aussi qu'on rencontre Bercy, il faut qu'on rencontre le cabinet de Ségolène Royal, etc. Et éventuellement certains députés. Donc on fait cette analyse de pouvoir. Et puis ensuite, on essaie de voir ces cibles secondaires, chacune, une par une, à quoi va-t-elle être sensible. Et c'est là où on rentre dans la réelle politique et le machiavélisme, c'est-à-dire, nous, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Nous, Oxfam, on fait tout ça in fine parce qu'on est contre la pauvreté et les inégalités, et parce qu'on pense que pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'insécurité alimentaire, il faut lutter contre le changement climatique, et que pour ça, il faut cet amendement dans la LTE. Bon. Ça, c'est des arguments qui ne vont pas tout le temps porter. Voilà, on a des interlocuteurs pour lesquels ce ne sera pas pertinent. Et typiquement, on s'est battu pendant des années pour avancer sur une taxe sur les transactions financières. Tant que vous dites, on veut une taxe sur la transaction financière pour générer des revenus qui permettront de financer la solidarité internationale, ok, c'est bon, vous faites plaisir, vous faites les militants. Le jour où vous rentrez dans un contexte politique de crise financière internationale, de subprimes, etc., de mise en cause de la finance, et où vous articulez votre objectif politique, pour nous, une taxe sur la transaction financière, à des intérêts stratégiques qui vont contribuer à la stabilisation du système financier international, là, vous rentrez dans le dur du politique. Parce que vous allez parler à quelqu'un de quelque chose qui l'intéresse, qui n'est pas forcément vous, votre objectif principal, mais qui fait que cette personne va vous recevoir, va être attentif à votre discours et à vos arguments. Et du coup, votre travail aussi, sans rentrer non plus dans un cynisme absolu et
ou du travestissement d'agenda, hein, on est toujours clair sur qui on est et d'où on parle, malgré tout, on va adapter et orienter nos messages, nos arguments en fonction de nos interlocuteurs. Et à la fois sur un mode, ce qu'on appelle du lobby et de l'expertise technique, on fait un courrier, on fait une note technique, on va rencontrer un haut fonctionnaire dans un ministère, un conseiller dans un cabinet, etc. Et donc là, ça peut porter, et en fonction des dossiers, parfois ça suffit. Il y a des dossiers où on n'est pas en opposition frontale, idéologique, mais on est plus en train de, entre experts, à dialoguer sur la solution adaptée, pertinente, faisable pour avancer sur tel dossier. Ça nous arrive souvent d'être uniquement dans ce cadre-là, non confrontationnel. Ça nous arrive aussi souvent d'être dans une position un peu plus compliquée, où il y a aussi un débat politique derrière, des questions d'arbitrage et de priorité stratégique, et là il faut créer un rapport de force politique. Et dans ce cadre-là, il ne suffit pas d'avoir les arguments techniques, il faut aussi montrer qu'on pèse, et que, pas seulement nous, mais que d'autres acteurs institutionnels, l'opinion publique, les médias, sont sensibles à nos arguments. Et donc là, on va développer une stratégie d'influence qui, en fonction de l'objectif, pourra avoir impliqué d'avoir recours à une action médiatique. Donc on va travailler avec des communiqués de presse, avec des rapports courant public. Et parmi nos rapports, on a des rapports qui sont, encore une fois, uniquement des rapports de geeks, qui n'ont pas vocation à faire un article dans 20 minutes ou même Le Monde, et qui sont vraiment du technico-technique. Et puis on en a d'autres qui sont des rapports qui sont essentiellement des rapports à vocation médiatique, pour offrir une caisse de résonance dans l'espace médiatique à nos messages. Et enfin, on essaye aussi de mobiliser directement les citoyens. D'une part parce qu'on pense que c'est un levier qui peut être pertinent d'un point de vue politique. Et typiquement, chaque fois qu'on travaille sur du législatif, on voit bien que la mobilisation des parlementaires elle est beaucoup plus effective par des gens de sa circonscription qui lui écrivent que par un technicien d'ONG à Paris. Et donc quand il reçoit une lettre de quelqu'un de sa circonscription, il est beaucoup plus enclin à le recevoir et à lui répondre que si c'est juste moi dans mon bureau à Paris. Donc à la fois parce que c'est un bon levier, mais aussi parce qu'on y croit, par principe. C'est-à-dire on croit à un modèle politique où on a des citoyens actifs, engagés, et on croit à un modèle politique où on a globalement un parlementarisme éclairé et réel. Ce qui pour le coup, on pourra entrer éventuellement dans de la science politique comparée dans la discussion, mais voilà, c'est pas forcément le cas du dispositif français par rapport à ce à quoi sont confrontés mes collègues en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple. Donc voilà rapidement la façon dont on travaille, et donc ce travail-là de production de lobby, d'expertise, de travail de médias, de mobilisation de citoyens, on va le mettre en branle de manière différenciée en fonction du sujet, de l'objectif, de la cible, et on le fera en général rarement seul. On a aussi une stratégie d'alliance adaptée à l'objet qu'on poursuit. Typiquement, sur les questions climatiques, on travaille très étroitement avec Greenpeace, les Amis de la Terre, WWF. Sur des questions de conflits armés, on travaille beaucoup avec d'autres ONG humanitaires présentes sur le terrain, y compris parfois MSF, mais plus souvent Action contre la faim, handicap, Médecins du Monde, etc. Parfois des ONG de défense des droits de l'homme, même si là les mandats sont un petit peu plus lointains, etc., etc. Donc on a aussi une stratégie d'alliance qui s'adapte au sujet et à l'objectif spécifique. Et donc maintenant, pour rentrer plus spécifiquement sur ce champ inégalité qui vous intéressait, je crois, plus particulièrement. Ça ne réagit pas. Voilà, super. Donc on a lancé effectivement, là au niveau, quand je dis 11, c'est vraiment Oxfam au niveau international, on a lancé une nouvelle grande campagne, Even It Up en anglais, que nous avons intitulé À égalité en français. Ça c'est un défi récurrent quand on est une ONG internationale, la langue de travail principale est l'anglais, et qu'on travaille sur des supports publics notamment et grand public, d'arriver à des formulations qui font sens, etc. C'est assez compliqué. Parmi
les pistes de traduction en français, il y en avait une, je ne sais plus, où on parlait de Nouvelle Donne dedans. Donc là, typiquement, nous, Français, on a dit, bah non, si on a une campagne où il y a Nouvelle Donne dedans, ça va être politiquement marqué en France. Donc ça faisait partie, voilà, du genre de discussion qu'on a. Alors, pourquoi maintenant il y a 85 personnes les plus riches à travers le monde possèdent la même fortune que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. Et ces mêmes personnes ont gagné un demi-million de dollars chaque minute sur les 5 dernières années. Voilà. Donc effectivement, on part aussi de l'indignation. Ce n'est pas uniquement un artifice de mobilisation, c'est pour nous aussi un point de départ de notre action. Une disparité croissante entre riches et pauvres, donc les inégalités, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais il y a un fossé qui se creuse au sein de chaque pays, ou du plus grand nombre de pays. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 dans le monde vivent dans un pays dans lequel l'écart entre riches et pauvres est plus grand qu'il y a 30 ans. L'écart entre les 10% les plus riches et les 40% les plus pauvres ne cesse de s'accroître dans de très nombreux pays. Et pourquoi c'est un problème? Alors, encore une fois, donc, nous, on pense que c'est un problème, nous, Oxfam, parce que on voit qu'il y a une corrélation forte entre accroissement des inégalités et continuation de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations. Si c'était que ça notre argument, notre perspective de changement politique serait insuffisante. Heureusement, des gens comme Christine Lagarde, en tant que directrice du FMI, dit dans de bien trop nombreux pays, les bénéfices de la croissance profitent à bien trop peu de personnes. Ce n'est pas la recette de la stabilité et de la durabilité. Voilà, en gros, notre boulevard politique sur cette question des inégalités, il n'est pas qu'on va faire pleurer dans les chaumières sur ces 40% les plus pauvres, il est que on va interroger le modèle et la durabilité du modèle de croissance et d'accumulation des richesses. On va l'interroger dans l'esprit de ceux qui les possèdent aujourd'hui. Et nous, on pense qu'on arrivera à changer les choses si on parvient à convaincre, pas forcément les 85 personnes les plus riches, mais certaines de ces 85 personnes les plus riches, et puis une bonne partie des 10% les plus riches, si on les convainc que ce modèle d'inégalité qui se creuse en quantité et dans l'ensemble des pays n'est pas durable et met à terme, et pas si long terme que ça, en péril leur propre bien-être et richesse. Donc les inégalités économiques sont associées à un éventail de problèmes sanitaires et sociaux, notamment les maladies mentales et les crimes violents. On relève que les taux d'homicide sont près de 4 fois plus élevés dans les pays dans lesquels sévissent les inégalités économiques extrêmes que dans les sociétés plus égalitaires. Et si on regarde le cas spécifique de l'Amérique latine, qui est la région la plus inégalitaire et la plus sujette à l'insécurité dans le monde, celle-ci compte 41 des 50 villes les plus dangereuses du monde. Voilà, et 1 million de meurtres. Donc on voit déjà, on construit notre argumentaire sur le fait que les inégalités sont une menace à la société en tant que telle. Elles créent de la violence et elles créent une plus grande vulnérabilité aux questions sanitaires. D'où vient cette explosion des inégalités? Malgré tout, il reste de la pertinence à l'analyse marxiste aujourd'hui encore, quel que soit d'où on se situe idéologiquement. C'est pas nous notre point de départ. On ne regarde pas le monde d'abord d'un point de vue marxiste, mais on voit aujourd'hui que oui, il y a une réalité, en tout cas en termes de revenus, de classes, et de classes qui se perpétuent dans le temps et par génération, et dont les inégalités entre elles s'accroissent. Et on voit que il se trouve que c'est la classe et la tranche de la population, à travers les pays et dans chaque pays, qui possède le plus, qui aussi et le plus souvent est la classe qui a le pouvoir politique. Et donc qui détermine les règles du jeu qui permettent ou pas aux inégalités de s'accroître. Donc là, on a vu que depuis la crise financière, le nombre de milliardaires dans le monde avait plus que doublé. Et dans le même temps,
1 million de mères étaient mortes en mettant au monde du fait du manque d'accès aux services de santé essentiels. Donc là, on considère que les inégalités sont un obstacle à la réduction de la pauvreté. Et là encore, par rapport à une théorie qui fait que faisons de la croissance, et il y a bien un moment où il y aura ce trickle-down, et y compris les couches intermédiaires et inférieures de la société bénéficieront de cette croissance, et en termes de revenus, et du coup en termes d'amélioration de leur statut, de leur accès aux services de santé, à l'éducation, etc. La réalité le contredit largement. Et on voit bien que si on lutte contre les politiques et les pratiques qui produisent de l'inégalité, eh bien on augmente les possibilités de réduire la pauvreté en tant que telle. Et donc on a mesuré que si l'Inde mettait un terme à l'augmentation des inégalités, donc non pas aux inégalités, il ne s'agit pas de dire demain plus d'égalité, c'est arrêtons l'accroissement des inégalités en Inde, elle pourrait mettre fin à l'extrême pauvreté de 90 millions de personnes en 5 ans seulement. C'est-à-dire qu'on aurait mécaniquement une mobilisation de ressources supplémentaires qui permettraient de financer des politiques publiques, y compris pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Une croissance économique qui profite à une minorité. En Zambie, on a vu que le PIB par habitant a progressé en moyenne de 3% par an entre 2004 et 2013, hissant la Zambie dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure de la Banque mondiale. Voilà. Donc une croissance prima facie, si on regarde des indicateurs macro, si on regarde plus dans le détail, malgré cette croissance, la part des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, donc de 1,25 $ par jour, est passée de 65% à 74%. Donc voilà, cet effet, cette théorie du trickle-down, en tout cas en Zambie, ne se confirme pas. Et ce qu'on voit, et c'est l'argument principal qui va porter auprès du FMI, de l'OCDE et d'autres, c'est qu'en plus, à terme, y compris cette croissance formelle du PIB, elle-même, elle est menacée par la poursuite des inégalités. Si on regarde les inégalités de genre, on voit que les inégalités de genre vont de pair avec des inégalités économiques. Et on a calculé que, au rythme actuel, il faudrait 75 ans pour que les femmes gagnent le même salaire à travail égal que ce que font les hommes. Si on n'a pas une politique volontariste de réduction des inégalités de genre, et du coup, y compris dans le domaine du travail, pour avoir des salaires plus équitables. Voilà, on a beaucoup d'autres exemples sur les inégalités de genre aussi, en matière d'accès à la santé, à l'éducation, aux perspectives d'avenir, etc. Que pouvons-nous faire ? Et donc là aussi, on est nous dans notre mandat, où on n'est pas juste, en tout cas on souhaite ne pas juste être des dénonciateurs ou des fustigeurs, mais aussi être une force propositionnelle, aussi spécifique que possible, sur comment est-ce qu'on produit le changement et vers quelle nouvelle politique publique il faut aller. Par exemple, et d'abord en travaillant sur la fiscalité et les investissements pour uniformiser les règles du jeu. Pour nous, tous les pays ont besoin de ressources fiscales pour financer les services sociaux, les infrastructures et les biens publics qui bénéficient à tous dans la société. Si on prend des pays comme le Sénégal ou l'Uruguay qui ont réformé leur système fiscal, ils ont ainsi réduit les impôts pour les plus pauvres et augmenté les impôts pour les plus riches. Ils ont ainsi augmenté les ressources de l'État pour financer les services publics. A l'inverse, au Nicaragua, les 20% les plus pauvres de la population consacrent 31% de leurs revenus aux impôts, alors que les 20% les plus riches contribuent pour moins de 13%. On retrouve ces problématiques-là en France, si on regarde l'impôt sur les sociétés, avec des PME qui, en gros, sont taxées au niveau de la tranche normale de l'impôt sur la société, et à l'inverse, les plus grosses boîtes du CAC 40 qui ont toute une batterie de stratégies d'évitement, d'optimisation, voire d'évasion fiscale, qui font qu'en pratique, elles sont beaucoup moins taxées que les PME et PMI. D'autres exemples sur la santé et l'éducation. Donc voilà quelques exemples
concrets de demandes qu'on porte dans ce rapport. Faire travailler les États pour les citoyens et lutter contre les inégalités extrêmes, promouvoir l'égalité économique pour toutes et les droits des femmes, verser aux travailleurs un salaire décent et combler le fossé avec les primes vertigineuses des dirigeants, partager équitablement la charge fiscale pour uniformiser les règles du jeu, supprimer les échappatoires fiscales internationales et combler les lacunes en matière de gouvernance fiscale, je vais revenir après, je les liste, rendre les services publics gratuits et universels d'ici 2020, modifier le système international de recherche et développement et la tarification des médicaments de manière à ce que l'ensemble de la population ait accès à des médicaments adaptés et abordables, mettre en place un socle de protection sociale universelle, cibler le financement du développement afin de réduire les inégalités de la pauvreté et de renforcer les relations entre les citoyens et leur gouvernement. Ça, c'est juste un exemple de grands champs propositionnels, sachant qu'après, par pays, les problématiques sont différentes. Typiquement, en France, on est dans un pays où il y a déjà un salaire minimum ou plusieurs types de salaires minimum en fonction des secteurs. On a en France déjà une politique fiscale qui peut être améliorée en termes de redistribution, mais on a déjà un impôt sur le revenu qui est progressif. On a aussi un impôt sur la fortune, par exemple. Donc on a déjà en France un système fiscal qui favorise une certaine redistribution par le prélèvement, mais aussi parce qu'il permet de financer des politiques publiques. Et on a en France des politiques publiques fortes en matière de santé et d'éducation, en tout cas, par exemple. Et là aussi, c'est peut-être une spécificité d'Oxfam en tant qu'ONG, c'est que nous pensons que les services publics doivent d'abord être fournis par les États et la puissance publique. C'est vrai qu'il y a d'autres ONG qui ont un rôle beaucoup plus central de la société civile et de ce que les ONG peuvent et doivent faire, et pensent que c'est très bien si certains services d'éducation, d'accès à l'eau, de santé sont fournis dans la durée par la société civile. Ce n'est pas notre cas. Nous, on pense que la santé, l'eau, l'éducation, ça doit être l'État, ça doit être au cœur de l'action publique, et ça doit être gratuit pour tous. Voilà. Donc, sur tous ces champs-là, on travaille donc, au niveau de différents pays, et on va avoir dans certains pays une action plus spécifique pour réformer, pour influencer les égalités entre les hommes et les femmes, soit via une action législative, soit via une action de sensibilisation de l'opinion publique. Parfois les lois sont déjà là mais elles ne sont pas appliquées. Typiquement ce qu'on va trouver au Maghreb par exemple aujourd'hui, on a dans la constitution tunisienne, on a dans la loi de la famille marocaine des choses qui sont imparfaites du point de vue du droit, mais qui sont déjà des avancées par rapport à là où en était sa société il y a encore quelques années. Et il y a tout un travail d'influence, de plaidoyer pour s'assurer de l'effectivité de ces cadres législatifs. On va travailler dans d'autres pays sur les questions fiscales. Donc voilà, je parlais d'Areva au Niger qui évitait largement l'impôt jusqu'à présent. Dans d'autres pays, on va travailler, alors quand je dis on, c'est Oxfam, mais surtout des organisations locales de la société civile que nous soutenons par des financements, par du conseil, de l'appui stratégique, parfois aussi le fait, dans certains contextes politiquement extrêmement sensibles, pour des acteurs de pouvoir dire mais nous travaillons avec Oxfam concrètement c'est une protection, à la fois ça renforce la légitimité politique, mais c'est aussi une protection pour leur sécurité personnelle. Ça nous arrive régulièrement d'intervenir auprès de gouvernements du Sud, auprès de chancelleries occidentales pour protéger, libérer certains militants avec lesquels on travaille régulièrement. Donc à la fois un travail au niveau des pays et puis au niveau international. Si on prend la question de la fiscalité, par exemple, il y a au sein de l'OCDE un processus qui a été mis en place, processus BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, donc sur l'érosion de la base fiscale et le transfert de profit, en gros sur le fait que quand on est une grosse multinationale dans un pays du Sud, on va dissimuler le volume global de son activité et être imposé sur un volume moindre, et en plus on va transférer ses profits dans une filiale dans un autre pays où on sait qu'on sera imposé à un moindre taux. Voilà. Donc ça c'est un processus qui est en cours au sein de l'OCDE, sur lequel nous on a essayé
d'abord d'initier, puis d'influencer. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce processus a permis certaines avancées, notamment pour pousser les administrations fiscales à mettre en place un échange automatique d'informations, par exemple. Néanmoins, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, on est en train de se mobiliser pour appeler à la mise en place d'un sommet fiscal mondial qui permettrait de reposer et de redéfinir des règles fiscales harmonisées au niveau international, au-delà de l'OCDE, qui est quand même le club des pays riches. Dans un contexte où l'évasion fiscale aujourd'hui touche notamment et beaucoup les pays du Sud et les pays les moins développés, pour nous c'est essentiel que ces acteurs-là aient voix au chapitre dans une négociation aussi cruciale. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que je pense que le plus intéressant c'est qu'on puisse échanger. Mais donc voilà, ça, cette campagne inégalité, ce contenu, c'est un des champs sur lesquels on travaille, mais en plus de tous les autres que j'ai mentionnés au début, sur des questions climatiques, de sécurité alimentaire, de protection des civils dans les conflits armés, etc. etc. Peut-être juste un point avant qu'on entame la discussion. Je vous remercierai tout à l'heure, mais j'étais très impressionné, notamment par les 20 premières minutes sur lesquelles je voudrais revenir. Mais un point, je pense que tout le monde serait intéressé à savoir de quelle manière s'opèrent les levées de fonds. Voilà, c'est une question qui est très opaque pour nous et qui est évidemment d'une immense importance. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire quelques éléments là-dessus. Comment ça se passe, quoi. Alors nous en France, on est financé par la générosité du public, donc c'est le label Comité de la Charte, etc. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu moins, c'est en gros la moitié de notre budget aujourd'hui qui vient de la générosité du public, donc des individus. Voilà. On reçoit des subventions de la famille Oxfam, d'autres Oxfam sur certains programmes. Là, par exemple, sur notre travail climat en ce moment, on a des financements d'autres Oxfam. On reçoit des financements de fondations privées. Par exemple, sur notre travail sur tout ce qui est aide publique au développement ou taxes sur les transactions financières, on est financé par exemple par la Fondation Gates. On reçoit des financements de bailleurs institutionnels comme la Commission européenne, notamment. Et toujours en France, on mobilise des fonds du gouvernement français, pas pour nos activités d'influence en France, ça c'est une ligne qu'on tranche, mais par exemple pour des projets humanitaires et de développement au Sud. Voilà. Donc on a des fonds du ministère des Affaires étrangères, en interministériel, sur des projets de sécurité alimentaire au Sahel, sur des projets d'aide aux réfugiés syriens au Liban, par exemple. Voilà, principalement sur... C'est important. Voilà. Notamment, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait des fonds qui ont l'air importants du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères. Ça, je ne savais simplement pas. Je pensais que la part des dons est très importante, 50%, mais je n'imaginais pas que le reste était... par exemple, dans les sources que vous évoquez, il n'y a pas les entreprises. Alors, on a peu aujourd'hui, mais on se l'autorise. On a en entreprise en tant que telle, aujourd'hui, nous en France, on n'en a pas. On a des fondations d'entreprises qui financent des petits projets de terrain. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose. On a d'autres Oxfam dans d'autres pays qui l'ont beaucoup plus développé que nous. Notamment les Américains et d'autres. Et après, on a une approche où, quel que soit l'acteur privé qui est susceptible de nous financer, entreprise ou fondation d'entreprise, on fait un ethical check où on regarde ses pratiques RSE, son déclaratoire, etc. Et il y en a qui franchissent le seuil et d'autres pas. Donc, voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on échange, et je vais redonner dans un instant la parole à Pierre-André, qui a sûrement des entrées dans la discussion qui lui sont propres. Moi, pourquoi je dis que les 20 premières minutes ou les 25 premières minutes m'ont particulièrement intéressé, non que la partie que vous avez consacrée aux inégalités, évidemment, me soit du tout indifférente, mais je trouve, si vous voulez, que on s'attend plus à cette analyse qui est très forte, mais qui m'a moins
apporté de compréhension. Alors la première moitié, en revanche, m'a beaucoup éclairé parce qu'il y a un problème sur lequel on bute, disons, très classiquement quand on travaille sur les questions de richesse et de pauvreté au plan global. C'est la question des acteurs du changement. Et alors on se coince dans un raisonnement que j'ai beaucoup rencontré. Il m'est arrivé d'écrire un livre là-dessus, sur la question de savoir à quelles conditions un monde pourrait-il être plus juste. Vous voyez la naïveté de l'interrogation et l'ampleur. Mais ça, c'est le propre des philosophes. Mais enfin, votre questionnement croise ça avec d'autres moyens. Et alors, on bute sur une difficulté classique qui est qu'il n'y a pas d'État mondial. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait un État mondial. Il est très difficile de mouvoir les agences du type onusien parce qu'on ne voit pas bien quels sont les leviers qui permettent, au-delà des délibérations qui en fait sont tout de même organisées et bénéficient aux États les plus puissants, etc. Et là après on arrive aux États et on a du mal évidemment à concevoir que les États puissent se saisir tout d'un coup de motivation qui soit de l'ordre du devoir pur, de la loi morale qui brille pure au firmament, de la conscience éthique. Et alors, les philosophes en général, je pense aux plus proches de ces questions, c'est-à-dire un philosophe américain qui s'appelle Thomas Pogge, qui a beaucoup travaillé sur la thématique des pauvres du monde, va uniquement jusqu'à cet appel au devoir, c'est-à-dire cet appel lancé aux États et à l'opinion publique internationale, mondiale, au devoir. Et moi, j'ai personnellement mis en doute cette démarche assez vivement, et j'ai continué de le mettre en doute parce que c'est évidemment totalement aporétique, c'est une impasse, parce que si vous appelez les gens à faire leur devoir, s'ils ne veulent pas considérer cette motivation, ils sont parfaitement habilités à ne pas la considérer. Et donc, on a simplement une position qui est en général réprobatrice, désapprobatrice, mais qui coince l'action. Et en général, on en reste là. Le plus souvent, on en reste là. Et nous avons buté ici même à plusieurs reprises avec une série d'invités sur cette impasse totale, avec simplement la conviction qu'il faut réussir. Mais nous n'avions pas pu, je dois dire, aller plus loin. Il me semble, en tout cas, je ne sais pas si les gens qui suivent ce séminaire depuis un moment ont le sentiment qu'on n'a jamais été plus loin, mais je ne crois pas, avec au fond la conviction qu'il faudrait réussir à trouver une argumentation par l'intérêt, bien compris. Oui, mais cette solution, moi je l'ai défendue dans le livre auquel je faisais allusion, je la défends à chaque fois que j'ai une communication publique à faire. Déjà ça heurte un peu parce que l'intérêt est mal porté, notamment en France, alors que l'intérêt est un levier qui a l'avantage d'être réaliste, de correspondre au monde tel qu'il est et pas au devoir-être, à une imagination de ce que devrait être le monde. Mais personnellement, je n'arrivais pas à aller beaucoup plus loin que cela, c'est-à-dire à l'appel au réalisme et à dire il faut trouver une argumentation qui s'effectue par considération de l'intérêt, par appel des acteurs à considérer l'intérêt, ce que vous mobilisez au début à plusieurs niveaux, la fin en évoquant, mais ça on y arrive en tant que philosophe, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut que les plus riches du monde, pour prendre le contre-pied de la formule de Thomas Pogge sur les pauvres du monde, comprennent que leur position est menacée à terme parce que cette situation n'est pas durable. Mais ça, à la rigueur, on arrive à cette position, et disons que c'est la pointe extrême du développement, du raisonnement qu'on peut atteindre par nos propres moyens. Où c'était vraiment passionnant, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que l'auditoire en a pensé, mais c'était sur la question des cibles et de vos pratiques effectives qui sont absolument, à mon sens, passionnantes. C'est-à-dire quand vous dites on a des objectifs qui sont au fond ceux que, dans la deuxième moitié de votre exposé, vous énumérez sur les inégalités. Et puis présenter de façon plus globalement, de réduire les fossés, etc. On a donc des objectifs qui est de faire reculer cette situation qu'on perçoit notamment quand on considère le monde globalement, parce qu'alors on voit les écarts entre les régions, nord-sud, etc. Mais là-dessus, on y arrive. Mais ensuite, vous dites, à partir de l'objectif, on déduit au fond, on l'analyse. Et là, c'était passionnant. Des sous-objectifs, on identifie la cible primaire. Et surtout ensuite, alors là vraiment, j'apprends une démarche, on identifie des cibles secondaires qu'on va essayer d'intéresser à l'action qu'on vise en vertu de l'objectif ultime, en fragmentant au fond
l'objectif en objectif au pluriel, puis la cible en cible primaire, en cible secondaire, et en agissant sur les cibles secondaires. Là, réellement, je pense qu'il y a une espèce de... Dans le langage des philosophes, pardon, je dis parce que je suis en train de faire ça avec un des groupes qui est représenté ici, on a une espèce de schématisation ou de symbolisation, de présentation sensible de ce que c'est que l'intérêt, qui est l'intérêt que les gens peuvent comprendre, non pas tellement au sommet, c'est-à-dire ils verront que leur position n'est pas durable, mais c'est pas sûr qu'ils voient. Mais en revanche, si on fragmente cela en cibles secondaires et en intérêt des cibles secondaires, on a des options concrètes d'action, des leviers d'action sur ces schématisations, symbolisations, sensibilisations de ce que c'est qu'un intérêt général en intérêt particulier. Et là, je comprends. C'est-à-dire que là, je suis très impressionné par la démarche et j'aimerais bien qu'on enchaîne un certain nombre de remarques là-dessus parce que c'est évidemment la seule façon représentable d'avancer. Il y a deux manières de bloquer. Pour moi, je dis mon sentiment. La première manière de bloquer, c'est la façon, je faisais allusion à Thomas Poggi, faire appel au devoir. Mais personne n'agira par devoir. On ne peut pas attendre que les gens agissent par devoir. Donc ensuite, on a une deuxième manière de bloquer, qui est celle que j'ai pratiquée moi-même, attirer l'attention sur l'intérêt des États, etc. Mais qui fera apparaître aux États que leur intérêt est, en général, de se mobiliser pour le Sud, pour les pays les plus pauvres? Ça ne marche jamais. Et par exemple, c'est la raison pour laquelle, dans les campagnes électorales, vous êtes frappés sans doute, comme nous le sommes, par l'absence totale de ces questions-là dans les compétitions électorales. Absence totale. En revanche, quand vous descendez d'un cran, deux crans, trois crans, et que vous isolez des intérêts d'acteurs secondaires, tertiaires, je dirais, quaternaires, bon, sur lesquels il est possible d'avoir des schémas d'intervention, et que vous évoquez à ce moment-là la persuasion, la conviction qui peut s'établir en termes d'intérêt, pour le coup, parce qu'on voit bien les intérêts des gens. Garder leur poste, garder leur fonction d'élus régionaux, particuliers, etc. Génial comme démarche. Voilà. Là, je vous félicite franchement de débloquer aussi clairement le conflit général entre l'approche par la loi morale, par le devoir, et l'approche par l'intérêt restreint à sa dimension universelle. Bon, nous avons intérêt à ce que la situation s'améliore, parce que ça va faire des clashs, ça va faire des conflits, etc. Mais ça motive encore personne. En revanche, quand vous abordez des types de motivations dont j'imagine bien qu'on ne peut pas parler davantage, ou beaucoup davantage, parce qu'elles entrent dans la démarche de lobbying, etc., qui doit être très particulière et subtile, enfin, et compliquée. Mais je crois que c'est effectivement la clé. Là, ça me convainc beaucoup. Je ne sais pas ce que Pierre-André veut ajouter là-dessus, mais je pense que c'est vraiment le point, quoi, pour lequel nous sommes le plus intéressés, nous apprenons le plus de votre propos. Oui, à ce sujet, je pense qu'il y a dans la démarche d'Oxfam un cas particulièrement intéressant qui est la mobilisation des entreprises, que fait beaucoup Oxfam International. Moi, il y a une campagne qui m'a beaucoup intéressé. Depuis 2013, Oxfam mène une campagne qui s'appelle le Dessous des marques, qui vise à faire s'engager les 10 plus grandes multinationales de l'agroalimentaire, parmi lesquelles on compte Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Danone et d'autres, à les faire s'engager sur de bonnes pratiques, sur des sujets très variés, qui sont les inégalités de genre, l'accaparement des terres, l'eau, le climat, etc. Et la démarche qui est utilisée par Oxfam, c'est d'attribuer une note à ces entreprises par rapport à différents critères qui sont mesurés, à dénoncer les pratiques qui sont considérées injustes sur ces sujets, et aussi à aller plus loin en aidant les entreprises qui le souhaitent à mettre en place des codes de bonne conduite, des bonnes pratiques. Par exemple, la campagne d'Oxfam sur l'accaparement des terres, dans ce cadre, a poussé une multinationale, Coca-Cola, à s'engager sur une tolérance zéro vis-à-vis de l'accaparement des terres. Et c'est très intéressant de voir que son principal concurrent, PepsiCo, en quelque sorte mu par les lois du marché, par l'intérêt stratégique, s'est ensuite positionné sur la même tolérance zéro vis-à-vis de l'accaparement des terres. Et donc on voit que ce type de fonctionnement, ce type de campagne est très efficace. Et du moins, en tout cas, sur les déclarations d'intérêt. La question de la mise en pratique est encore une autre question. Mais en tout cas, sur les déclarations d'intérêt, de bonne volonté. Et on voit que ce genre de campagne, en fait, par l'appel aux entreprises, cherche à compenser le manque d'État qui peut exister dans certains pays, notamment les pays qui vont participer à l'accaparement des terres en mettant en concession de grandes étendues de terres à la disposition de multinationales pour différentes cultures. Et moi, ma question, c'est
vis-à-vis de ce rôle des entreprises, est-ce que vous considérez que faire appel aux entreprises, c'est une solution par défaut liée au manque d'État, mais qui est préférable simplement à l'absence de gouvernance? Ou est-ce que c'est une solution qui se substitue pleinement à l'État? Est-ce que la gouvernance étatique serait préférable ou non? De manière très rapide et simple, sur santé, éducation, eau, c'est l'État, c'est la puissance publique. Pour nous, ce qu'il faudrait. Et de fait, on voit que, notamment dans les politiques d'aide publique au développement, en France, en Europe, ailleurs, on a de plus en plus tendance à promouvoir des partenariats publics-privés pour la mise en place d'hôpitaux, de projets d'adduction d'eau, etc. Et pour nous, c'est un problème. Voilà. Après, et donc, pour répondre à la question, sur la plupart des champs, notre option privilégiée et idéale, c'est une régulation de la puissance étatique, nationale ou internationale. Et de fait, nous, on est encore très naïfs, on croit beaucoup dans le multilatéral et des Nations Unies, ou en tout cas, on essaye d'y croire et de faire que ça joue autant que possible là. Après, ceci étant dit, voilà, on voit bien que le secteur privé sont des acteurs qui pèsent, qu'on peut influencer leurs pratiques, influencer leur politique sectorielle et leurs déclarations, ce qui permet éventuellement ensuite d'influencer leurs pratiques. Comme on se le disait avant, je ne crois pas au fait que Pepsi va changer sa politique d'accaparement des terres parce que tout d'un coup il est choqué par le sort des paysans au Mozambique. Par contre, il va changer sa politique parce qu'il est inquiet de répercussions d'une campagne sur son image auprès de ses consommateurs et parce qu'il est inquiet du fait que son concurrent Coca a une longueur d'avance dans un positionnement sur un marché très concurrentiel en termes d'image. Et en même temps, ce sont des institutions complexes avec beaucoup d'intérêts à l'interne d'une même boîte, que ce soit Pepsi ou Coca ou Danone avec lesquels on discute ici, et qu'on voit bien que le changement se produit à différents niveaux, par la pression publique et la perspective de perte de marché, et aussi par un engagement constructif sur des politiques sectorielles, et ensemble, ah oui, on n'avait pas pensé à ça, et ça on pourrait faire différemment, etc. Donc un mix de ces éléments. Et ce que vous disiez sur les entreprises, c'est un petit peu la même démarche finalement quand on travaille en amont d'élections. Sur les cycles électoraux, l'année qui précède les élections, on passe notre temps, on fait des compendiums de nos demandes, de nos analyses, on va voir les partis politiques, on essaie de leur vendre notre soupe, éventuellement on note les partis politiques à la veille des élections en fonction de la qualité de leur réponse à nos différentes demandes. Avec un peu de chance, on obtient que certaines de nos demandes soient dans le programme du parti et ou du déclaratoire public du candidat. Et une fois que le parti ou le candidat est au pouvoir, on essaye de le tenir comptable de ses engagements, de ses promesses. Merci. Je vais donner la parole à Geoffroy Loveau, puis ensuite à la salle pour le temps qu'elle voudra. Encore beaucoup de temps, c'est très bien. Je suis très très sensible. Je veux simplement insister pour que chacun y réfléchissent à l'importance, vous venez de le redire, que vous accordez à l'État et aux États. C'est pour moi très... Je ne m'y attendais pas, disons. Voilà. Et c'est assez convaincant et assez impressionnant dans la mesure où, évidemment, je vois bien ce qu'expliquait Pierre sur les entreprises et les engagements qu'elles peuvent prendre, etc. Mais il reste qu'elles ne sont pas tenues de le faire. Alors qu'au fond, avec l'État, c'est son job de saisir le point de vue de l'intérêt général et de lui faire tenir, du coup, par fragmentation de l'objectif central, votre objectif majeur, de lui faire tenir par fragmentation aux cibles primaires, aux cibles secondaires, via les cibles secondaires, vers les cibles primaires, les engagements qu'il prend. Donc ça, je trouve que pour moi, ça donne une représentabilité à votre option dont je ne vois pas d'équivalent. Et puis, je ne suis pas un homme de compliment en général, mais je trouve que ça donne le sentiment qu'il y a là un type d'humanitaire d'humanitaire et d'engagement dans le développement qui n'est pas des bricolages, enfin qui a une vraie stratégie massive
mondiale, si je puis dire, d'ailleurs mondiale, oui, une vraie stratégie une stratégie consistant à peser avec une démarche qu'on comprend très bien une fois que vous l'avez exposée, qu'on comprend très bien. Alors que toutes les autres formules, oui, les entreprises, je suis d'accord, si on peut y arriver, tant mieux, mais elles ne prendront que les engagements qu'elles voudront bien prendre parce que leur métier n'est pas l'intérêt commun, l'intérêt général, l'élimination de la pauvreté. Alors que l'État, oui. Voilà, je donne la parole à Geoffroy à nouveau. Ah, pardon. Alors, j'aurais 3 questions rapides qui se complètent en fait. Une première question sur la deuxième partie de votre intervention qui est justement sur ce qui est encore affiché sur le vidéoprojecteur. C'est, vous distinguez différents objets ou différents objectifs de votre intervention. Est-ce que vous... comment dire est-ce que ces objets ont une priorité entre eux, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous souscrivez à la façon dont le PNUD définit un certain nombre de biens premiers ou définit un certain nombre d'objectifs de développement qui sont fondamentaux, et est-ce que vous priorisez vos actions humanitaires en fonction de ça, ou vos soutiens à un certain nombre de partenaires, donc, est-ce que, par exemple, il y aurait une priorité dans l'action humanitaire avec le revenu en premier, ou l'éducation, ou la santé, ou est-ce que c'est multiforme, votre action? Donc est-ce qu'il y a une cohérence dans les objectifs du développement? Ça, c'est ma première question. Une deuxième question qui porte justement sur sur l'intérêt, sur la façon dont vous jouez sur les différents niveaux pour valoriser votre action humanitaire, c'est-à-dire en disant, bon ben voilà, si finalement on doit dégrader cet intérêt, est-ce que selon vous, on doit jouer sur l'intérêt de façon diverse, c'est-à-dire est-ce que ce sont des actions d'opportunités qui font que, c'est un petit peu ce qui semblait poindre de votre exemple sur la taxe sur les transactions financières, vous avez dit finalement on a longtemps défendu ça, et puis hop, c'est un peu comme si on avait chopé quelque chose qui était dans l'air du temps, qui était que, bon ben voilà, avec la crise, on a parlé de cette taxe, et du coup on a pu jouer sur cet intérêt-là pour justement couvrir en quelque sorte et trouver oui, un effet d'opportunité humanitaire, ou est-ce qu'il y aurait une logique de l'intérêt que vous verriez poindre au niveau national ou au niveau international, c'est-à-dire est-ce que les intérêts prendraient des canaux particuliers sur lesquels que vous auriez identifiés et sur lesquels il faudrait jouer systématiquement pour pouvoir obtenir une action humanitaire efficace? C'est ma deuxième question. Et puis la troisième question est plus liée à ce que vous disiez, mais c'est enfin première partie de la discussion, c'est est-ce que les exigences éthiques ont un poids grandissant aujourd'hui, c'est-à-dire que on a pris cette question par le biais des entreprises, hein, et ça apparaissait aussi dans votre propos parce que vous avez dit à un moment, finalement on a des entreprises qui s'adressent à nous pour en gros nous aider, et on les fait passer à travers le crible d'un certain nombre de critères comme la RSE ou la RSE au plan mondial ou ce genre de choses. Est-ce que, du coup, vous avez le sentiment qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui? Est-ce que ça a une valeur ou est-ce que c'est juste de l'affichage? Parce que souvent, la critique qui est faite des chartes éthiques, notamment au niveau de l'ONU, c'est que c'est des chartes d'affichage, mais que derrière, il n'y a pas grand-chose et que cette émergence de la thématique éthique est un peu un feu de paille ou un écran de fumée. Alors sur le dernier point, quand on regarde une entreprise, notamment pour se poser la question de est-ce qu'on serait amené à travailler avec elle ou à recevoir ses financements, on ne regarde pas que ses politiques sectorielles et son déclaratoire. Mmh. On regarde la réalité de son action et de son portefeuille. Mmh. Et de ses pratiques sociales sur le terrain. Donc, mais c'est vos propres critères que vous avez? Oui, oui. On a nous-mêmes notre propre batterie de critères, ouais, tout à fait. D'accord. Sur un champ large du développement, de la solidarité, du respect du droit, etc. Sur la question de la hiérarchisation des objectifs, nous, notre mandat, c'est, chaque fois que je te dis, j'ai un petit peu honte, ça fait la lutte contre la pauvreté et les injustices. C'est notre mandat. Voilà. Après, dire, si on prend les différents OMD, on met celui-là devant, derrière. Non, on ne met pas celui-là devant ou derrière. Donc, une fois qu'on a notre mandat, après on a un plan stratégique où on vise à travailler pour des questions
Allez, pour faire vite, disons qu'on travaille notamment sur les questions de sécurité alimentaire au sens large, les questions de citoyenneté et de participation à la gestion de la chose publique, les questions d'égalité hommes-femmes en tant que telles, les questions de, j'allais dire de dignité, non, les questions de droit à la survie dans des crises humanitaires, et les questions de répartition équitable des ressources. Voilà, ce sont ça les grands piliers sur lesquels on travaille, qui sont pas, entre lesquels on n'établit pas forcément de hiérarchie, dans la mesure où on perçoit tout ce qui participe de cette vision, de cet objectif, de la réduction de la pauvreté et des inégalités et des injustices. Après, ce qu'on va faire, c'est que, et c'est là où on revient dans le réel, c'est que dans un pays donné, dans un contexte donné, on va être amené à faire des choix entre les uns et les autres en fonction de l'opportunité de changement qu'on perçoit. Voilà. Donc la taxe sur la transaction financière, on n'a pas attendu qu'il y ait la crise pour travailler dessus, on travaillait dessus déjà avant. Mais le jour où ça a embrayé au côté politique et où des gens à l'Élysée et ailleurs se disaient tiens oui ça nous intéresse, venez en discuter avec nous et comment on pourrait faire, c'est à ce moment où eux ont perçu qu'il y avait une fenêtre d'opportunité politique là-dessus. On travaille sur la crise syrienne. Aujourd'hui, malheureusement, cette fenêtre d'opportunité politique sur la résolution durable et véritable de la crise syrienne, on ne la voit pas. L'alignement des étoiles qui ferait qu'on aurait une convergence politique irano-russe, américano et quelques autres pour une résolution juste, durable et fondée sur le droit de la crise syrienne, il n'est pas trop là, quoi. Voilà. Il y a d'autres dossiers où on a des contextes qui sont plus ou moins favorables à l'obtention de certains résultats. Donc en permanence, on s'efforce, c'est pas toujours aussi explicite et formalisé, mais d'avoir cette analyse d'opportunités politiques sur l'ensemble des champs sur lesquels on travaille pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Je vais donner la parole à la salle, le premier juré, mais il reste encore du temps. Est-ce que vous accepteriez qu'on dise qu'il y a deux discours? Je ne dis pas du tout qu'il y a un discours d'affichage et un discours souterrain. Je ne dis pas du tout ça. Mais qu'il y a deux niveaux de discours. Niveaux de discours. Ce qui est possible. Et bon, nous faisons ça sans cesse. Heureusement, on réussit à serrer les niveaux de prise de position. Qu'il y a un niveau général qui correspond plutôt à la deuxième partie de votre intervention, par exemple, où, quand vous dites, en hésitant à le dire, lutter contre les injustices et la pauvreté, bon, voilà, ça c'est un discours qu'on peut afficher, affirmer, c'est un niveau de discours qui est sincère, les objectifs, les voilà, et puis on peut les diviser, toute la deuxième partie de votre intervention, diviser cet objectif général. Mais ça, c'est un premier niveau de discours. Et puis, il y a un niveau de discours qui correspond un vrai niveau de discours, puisque vous le communiquez ici, et que ça doit apparaître dans vos interventions, et vous devez être identifié comme procédant à ce travail, qui est le discours de votre travail, qui correspond à votre travail, pas seulement à l'affirmation d'intention, de projet, d'objectif, mais à votre travail qui s'assume comme tel, qui est celui sur lequel je mettais l'accent, c'est-à-dire, d'une part, rendre à l'État ce qui revient à l'État, et sommer l'État d'être, et ses représentants à tous les niveaux d'être conformes à cette idée de l'État, et puis de scinder les objectifs fondamentaux en un objectif second, avec cette espèce de travail de conviction à forger et de lobbying auprès des personnes qui peuvent agir sur des personnes qui sont au-dessus, etc. Ça, c'est un deuxième niveau de discours. Qui est tout aussi sincère, mais qui n'a pas du tout la même fonction que le premier, qui est le discours de l'action, le premier problème au niveau de la théorie, au fond de l'affichage de grands objectifs qui peuvent être théorisés, y compris par nous. Le deuxième, c'est votre analyse de la situation et des interventions réelles de l'action. Est-ce qu'on peut dire ça? Ce qui est sûr, c'est qu'on a des modalités d'expression différentes, oui. Et voilà, on ne s'exprime pas de la même manière dans... Si on veut s'adresser au grand public et avoir un article dans 20 minutes, on ne s'exprime pas de la même manière que si on va avoir un article dans Le Monde ou Les Échos. Et on ne s'exprime pas de la même manière que dans un courrier au président de la République et dans une note qu'on envoie au fonctionnaire qui est l'expert du sujet. Ça c'est sûr qu'on a des mais sur cette distinction entre objectif et stratégie, discours sur la stratégie, c'est un discours aussi, qui peut être assumé, qui est parfaitement assumable.
votre discours n'a en rien à être dissimulé par l'affichage. Il y a un discours d'affichage, il y a un discours pragmatique sur ce qu'il s'agit de faire, qui est tout à fait communicable. Je veux dire, il n'y a aucune difficulté à le communiquer. Et ça, on peut présenter les choses comme ça. Ça vous paraît acceptable? Oui, non, mais c'est juste pour savoir, quoi. On a une stratégie, on a des objectifs, on a une stratégie pour atteindre ces objectifs. On n'est pas naïf sur le fait qu'on n'atteindra pas tous nos objectifs et tout de suite. Que typiquement, chaque fois quand on se fixe un objectif, parfois entre celui qu'on s'est vraiment fixé et qu'on espère réalistement atteindre à 6 mois ou 12 mois, et celui qu'on met dans la demande publique et dans le courrier, il y a souvent un écart, bien sûr. Merci. Qui veut intervenir? Oh là là. Alors là, c'est méchamment loin. Qui a demandé? Bonjour. Je ne sais pas s'il marche. Ah, il marche? Ok. Alors, l'un de vos objectifs est que l'éducation soit gratuite, si j'ai bien compris, et que pour ce fait, il ne faut pas que la société participe à ça, il faut que l'État le finance seul, si j'ai bien compris. Ou pas. En fait, je me demandais comment l'État peut financer l'éducation sans aide de la société. Où l'État trouve ses ressources. Ouais, je sais pas. Sans être dans la société, vous avez dit, c'est ça? Vous avez dit que l'éducation devrait être gratuite. Donc, est-ce que dans ce sens-là, est-ce que la société ne devrait pas participer à ce financement, au budget en fait de l'éducation? Oui, mais d'où viennent les ressources de l'État en fait? Les ressources de l'État viennent de la société. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que sur les services essentiels, et encore une fois, c'est au moins santé, eau et éducation, il faut que sur ces domaines-là, il y ait des politiques publiques qui définissent des cadres d'intervention, des standards, des normes communes, des planifications dans le temps et l'espace pour couvrir des populations, des territoires, faire que ce soit de manière un tout petit peu harmonieuse et justement de faire en sorte que, si on parle du Mali, avoir une réflexion entre le sud du pays et le nord du pays et pas créer des inégalités qui vont créer des tensions. Si c'est nombre de pays, que chacune de ces politiques sectorielles ait une analyse en termes de couverture égalitaire en tant que possible entre hommes et femmes, et que quand on va penser une politique d'accès à la santé, qu'on pense aussi spécifiquement en fonction du contexte socioculturel dans lequel on est, dans quelle mesure on va garantir que les femmes spécifiquement auront aussi effectivement accès aux mêmes centres de soins, etc. Donc cette définition de la politique d'intervention, pour nous, elle relève de la puissance publique. Et on pense qu'il ne devrait pas y avoir de frein à l'accès à ces services-là, à l'éducation de base, à l'éducation primaire, d'accès à l'eau et à la santé, et que des populations, y compris vulnérables, marginalisées, dans le besoin, pauvres, devraient pouvoir avoir accès à ces services. Et donc, dans ce avec vous, hein, mais en fait, je vous demandais d'où pourrait venir le financement. Et donc, pour nous, ça veut dire qu'il y a une politique publique de financement de ces services. Donc, alors après, la question, c'est, si on parle du Niger, où est-ce que l'État du Niger trouve ses sous? Alors voilà, donc une partie dans sa base fiscale nationale, en fonction du contexte. Et ce qu'on voit, et c'est tout le sens de cette campagne d'inégalité, c'est que ce discours tiers-mondiste nord-sud, il est de moins en moins juste. C'est qu'on a beaucoup plus de pays à revenus intermédiaires. Si on parle de l'Inde, du Pakistan et de plein d'autres pays, il y a des vrais enjeux de mobilisation des bases fiscales nationales et d'avoir des impositions qui soient beaucoup plus justes entre les différentes couches de la société. Au niveau des individus, au niveau des sociétés, donc toute cette problématique de l'optimisation et de l'évasion fiscale au nord et au sud par les grandes multinationales qui en pratique vont payer 3% au Luxembourg ou 0,01% dans les îles Caïmans, et donc avoir une fiscalité qui est beaucoup plus efficace sur les grandes multinationales. Excusez-moi. Et éventuellement, quand on parle de pays les moins avancés et les plus pauvres, la question aussi de l'aide publique au développement, qui est finalement aussi un mécanisme redistributif
de la richesse entre les pays. Et donc là, on a un paquet cohérent qui permet de financer une politique publique sur ces services essentiels. Non, si je peux dire, il n'y a pas tellement de problèmes pour comprendre qui finance quoi au plan stato-national. C'est-à-dire que c'est l'État qui opère la redistribution de la collecte effectuée par l'impôt en affectant à chaque secteur ce qui correspond aux options politiques de la majorité en place. Et en considérant aussi, c'est le rôle de l'État, la représentation qu'il se fait de l'intérêt public et des objectifs prioritaires. Ça, on comprend bien. Où ça devient compliqué, c'est sur les questions dont on parle, c'est-à-dire précisément les questions qui relèvent de l'humanitaire et du développement, où les États ne sont pas tenus par leurs objectifs prioritaires, c'est-à-dire assurer la vie, la sécurité, le bien-être de leurs concitoyens, d'intervenir aussi sur le terrain de la très grande pauvreté dans tel ou tel autre pays. D'où à ce moment-là, à la fois l'aide publique au développement, qui n'est pas directement l'objectif aujourd'hui, mais ça c'est l'État aussi qui décide de l'aide publique au développement, c'est-à-dire de ce qu'il affecte à cet objectif, et puis donc les interventions humanitaires et para-humanitaires du type de ce que Oxfam incarne, en donc faisant tout un travail de lobbying, de conviction qu'on a expliqué et sur laquelle j'ai insisté, qui permet de déclencher ces opérations. Voilà. Donc là, on comprend bien, ça se pose pour les problèmes que les États n'ont pas à prendre en charge, qu'ils ne prennent en charge que de surcroît sous la forme de l'aide publique au développement et de façon parcellaire. Bonsoir. J'ai une question par rapport, on peut dire, à l'argent. Vous avez dit qu'Oxfam dispose d'$1 milliard pour investir dans le monde, non? En gros, oui. En gros. Bon, si demain j'écoute Médecins du Monde, va dire peut-être aussi 1 milliard. Sans Frontières va dire aussi 1 milliard. Je ne sais pas qui c'est 1 milliard. Donc, il y a beaucoup de milliards quand même. Et tous ces milliards, on ne voit jamais qu'on avance. Donc si on va arriver peut-être à 10 milliards, en lançant tout ça, on va voir que peut-être le plus riche du monde a combien? 4 milliards, 5 milliards. Donc à mon avis, il y a aussi beaucoup de milliards qui sont toujours, qui existent sur le papier, mais on ne voit jamais quelque chose qui avance. C'est rhétorique, mais comment ça se passe en fait? C'est une question. Voilà. Merci. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien saisi, moi. Comment ça se fait avec tous ces milliards qu'on a toujours... C'est une question soupçonneuse. Non, mais c'est très peu. C'est pas très difficile de répondre. Non, mais si on regarde les besoins mondiaux de financement de la lutte contre la pauvreté et d'accès aux services de base, ça ne se chiffre pas en 1, 2, 3, 5, 10 milliards, malheureusement. Ça se chiffre en centaines de milliards. Et aujourd'hui, les budgets d'aide publique au développement, en tout cas, sont de l'ordre, globalement, de quelques dizaines de milliards. Donc on est très très loin des financements nécessaires. Et c'est pour ça que cette question, et c'est là où en tout cas nous on se démarque un petit peu d'autres ONG de développement, etc. C'est qu'on dit l'APD classique c'est bien, l'aide publique au développement, il faut continuer à en donner, mais c'est pas juste de la charité gentille du Nord, il faut aussi avoir des fiscalités efficaces et justes. Parce que c'est pas avec moins de 10 milliards d'APD françaises chaque année qu'on va aider suffisamment le Niger, le Mali, le Burkina, la Guinée, à avoir des systèmes de santé suffisamment performants pour éviter une nouvelle crise d'Ebola dans 1 an ou dans 2 ans. Donc on est sur des montants et des besoins qui sont bien supérieurs à ces flux-là. C'est très important de redonner l'ordre de grandeur. C'est bien pour ça que nous... Non, mais on a compris. Voilà. Non, je crois qu'on a bien compris que l'ordre de grandeur était tout à fait autre que ce que nous pensons. Et c'est pour ça que nous, on dit ce ne sont pas les ONG qui vont apporter la solution à la pauvreté, aux inégalités, aux injustices. C'est pas nous, parce qu'on est trop petits, on n'a pas suffisamment de moyens, et que ce n'est pas notre rôle. D'où la pression sur les États. Notre rôle, c'est, là où nous, en tout cas ce qu'on pense, là où il est le plus utile, c'est d'aider à infléchir les perceptions et les politiques qui déterminent ces questions-là. Qui veut intervenir? Mademoiselle.
Bonsoir. J'ai une question qui est un petit peu hors champ, mais bon, c'est l'occasion. Je voulais savoir comment Oxfam considère les enfants et les inégalités qui leur sont faites, parce que dans l'exposé, là, bon, on n'en a pas parlé, mais je sais bien que voilà. Je voulais savoir si Oxfam considérait que les enfants comme une catégorie spécifique, ou si on les rattachait par exemple aux femmes, à la lutte aux droits des femmes. Voilà, c'est ma question. Alors de fait, nous effectivement, par rapport à d'autres, on n'a pas un focus spécifique enfant, que ce soit sur les questions de sécurité alimentaire ou de revenus ou de santé, etc. Travail. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir, notamment quand on a des projets humanitaires et de développement, on va cibler les populations les plus vulnérables. Et là, automatiquement, les deux premières catégories qui arrivent, 9 fois sur 10, c'est les femmes et les enfants, très vite. Mais c'est vrai que par rapport à une ONG comme Save the Children, au niveau international, ou d'autres, on ne regarde pas d'emblée et spécifiquement la catégorie enfants en tant que telle. On les regarde parmi d'autres catégories de vulnérables, de populations avec des besoins spécifiques. Et si je peux, pourquoi vous ne faites pas cette catégorie-là ? Parce qu'on ne fait pas tout. Voilà. Non, voilà. Non. Qui veut... Oui, alors, je dirais, c'est comme ça. Bonsoir. Je voudrais rebondir en fait sur la question précédente. J'ai l'impression en fait en vous écoutant que vous ciblez les entreprises, parce que même en ciblant finalement le législateur, ce que vous voulez c'est avoir une taxe par an carbone, des actions qui vont avoir un effet sur les entreprises. Donc que ce soit ces actions-là à destination des pays, des législateurs, ou alors les actions que vous entreprenez qui ciblent directement les entreprises, comme par exemple Coca-Cola. Est-ce que c'est votre travail fondamental, c'est-à-dire que l'aide au développement, est-ce que c'est ça votre travail? Est-ce que c'est ce lobbyisme en général que vous avez, que vous faites en fait? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous entreprenez? Donc excusez-moi si j'ai pas été clair, mais on fait des projets humanitaires sur le terrain. On fait des latrines et des pompes à eau. Uniquement en termes de développement, pardon. Non, je parle d'humanitaire. On va au Tchad, au Darfour, en Syrie, ailleurs. On fait ça. On fait du développement avec, voilà, il y a des programmes d'accès des enfants à l'éducation au Niger, des programmes de formation des femmes, aux droits des femmes au Maghreb, des programmes de stock de sécurité alimentaire au Sahel, etc. Et on le fait nous-mêmes et en lien avec des ONG locales et qu'on finance et qu'on appuie, etc. Et là, on se distingue moins d'autres ONG. Et par ailleurs, on dit, mais en plus, on veut que les acteurs qui ont théoriquement la responsabilité et ou le pouvoir d'apporter une réponse durable et structurelle aux problèmes qu'on identifie, changent leurs pratiques, leurs politiques, leurs engagements. Et donc c'est aussi à ce titre-là qu'on va dialoguer. Après, si vous me posez la question d'un point de vue budgétaire sur notre milliard consolidé, l'essentiel de notre milliard, il va de très loin à des actions de terrain humanitaire et de développement. Mais maintenant, on est, nous, très lucides sur notre théorie de changement. Oui. Et même si on investit, voilà, même si on investissait demain... on préfère influencer sur des politiques publiques d'un État au niveau national et sur des débats au niveau international, plutôt que si on devait demain prendre tout notre argent et le mettre en financement direct du système de santé d'un pays. Voilà, on ne pense pas que ce n'est pas notre rôle. La réponse est très claire. Hein. Donc si on peut prendre une question qui soit nouvelle, parce que nous avons peu de temps, notre invité, donc plutôt que de revenir sur ce qui a été évoqué, voilà, merci. Oui, et simplement pour donner un ordre de grandeur, la fondation Melinda et Bill Gates, en 5 ans, a investi 9 milliards de dollars pour lutter contre le seul paludisme. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Une autre... Merci, bonsoir. J'avais une question peut-être plus spécifique sur Oxfam.
J'aurais aimé savoir comment est-ce que vous recrutez vos personnels, parce que donc, pour ces compétences de lobbying, il y a beaucoup de compétences techniques. J'imagine si vous faites des rédactions d'amendements que vous proposez, etc. Au-delà du réseau et comment est-ce que vous recrutez des professionnels? Est-ce que vous partez de la base militante? Enfin, voilà, j'aurais aimé savoir un peu si vous avez une politique particulière à ce sujet. Voilà. C'est une candidature aussi. Non, mais on a dans notre organisation collective, on a beaucoup de métiers différents. Et donc on recrute des professionnels de ces métiers, on recrute des ingénieurs hydrauliciens sur le terrain, on recrute des ingénieurs agronomes sur le terrain, on recrute des animateurs communautaires des villages ou d'une région pour interagir avec les communautés. En France, on a des gens qui font de la collecte de fonds avec un profil plus marketing. On a des gens qui font de la mobilisation des médias avec un profil plus communication, journalisme. Et sur le travail plus de plaidoyer et d'influence, en général, c'est des profils Sciences Po, Relations internationales. Voilà. Mais en général, c'est des gens aussi qui ont une vie, enfin un engagement personnel, militant, et on espère une adhésion à un corpus de valeurs commun. Oui. Vous dites on est trop petit pour faire changer les choses. Or, c'est quand même un peu le comble parce que vous êtes la plus grosse ONG. Oui, vous dites on est trop petit pour faire changer les choses, donc on agit pour faire changer les choses en agissant sur les acteurs du changement. Mais du coup, est-ce qu'il faut être aussi gros pour faire la différence et pour apporter une réponse qui compte contre les inégalités? Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on pense que malgré tout, on arrive un petit peu à faire changer les choses. Oui, mais ce qu'on veut dire, les autres ONG plus petites que vous, vu que vous êtes la seule à avoir ce tel poids politique. Alors formellement, dans le classement, on n'est pas aujourd'hui la plus grande. Au niveau mondial, je crois qu'entre World Vision, IRC, peut-être CARE, enfin voilà, on n'est pas officiellement la plus grosse ONG du monde. Ça fait un petit peu Big Brother, multi-compagnie, ça me fait peur. Mais ce qui est sûr, c'est que, et y compris dans l'évolution de notre organisation et notre vision stratégique, on essaye de se déployer. On était historiquement, vous avez montré la carte avec les affiliés, on était historiquement plutôt des affiliés, des organisations mères plutôt d'Europe et d'Amérique du Nord, pour la faire rapide. Et aujourd'hui, on essaye de se déployer au Sud et d'avoir des Oxfam du Sud, pas seulement une empreinte programmatique, mais des entités Oxfam à part entière, membres de notre gouvernance, en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil, au Mexique, peut-être demain au Sénégal, en Thaïlande, etc. Et donc on essaye d'être plus ancré au Sud et d'être aussi plus proche de... Là encore, on avait comment dire, on avait de l'influence en Europe, donc en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Typiquement, quand il faut influencer le contenu d'une résolution du Conseil de sécurité, on dialogue très bien. Après, ils ne nous écoutent pas toujours, mais on dialogue très bien avec les Américains, les Britanniques, les Français, en capitale et à New York. C'est des choses qu'on sait faire, etc. Quand on voit la montée en puissance du G20 ces dernières années, et en tout cas sur tout un agenda économique et redistributif, on voit qu'il y a une cartographie du pouvoir qui évolue aussi. Donc pour nous, on essaye aussi d'être plus efficace dans notre capacité à dialoguer avec les Chinois, les Brésiliens, les Indiens et d'autres. Donc, et on a, sur beaucoup de sujets, on a une influence. Je n'ai pas dit qu'on il nous reste 6 minutes à peu près. Et après, sur la question de la taille, je ne sais pas s'il y a une taille ou une masse critique, etc. Encore une fois, si on compare à une ONG de défense des droits de l'homme, par exemple, qui fait que du plaidoyer et de la recherche et qui n'a pas de programme du terrain, en termes de budget, je n'ai pas en tête le budget de Human Rights Watch, mais ce n'est pas $1 milliard, c'est peut-être 50 millions ou 100 millions, quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas le programme de terrain qui coûte beaucoup plus cher. Malgré tout, Human Rights Watch est très influent aussi à travers le monde. Donc c'est une capacité, c'est à la fois, je pense que l'influence, elle va dépendre du positionnement stratégique. Est-ce qu'on est sur un sujet où il y a des choses qui peuvent être obtenues dans un contexte politique donné? Est-ce qu'on a une vraie valeur ajoutée dans notre positionnement et les propositions qu'on apporte sur ce sujet? Est-ce qu'on est géographiquement positionné aux bons endroits?
dans les bons pays, auprès des bons acteurs, là où les décisions sont prises. Et typiquement, pendant longtemps, on faisait notre lobby sur les conflits africains, principalement à New York, voire à Bruxelles. Et de plus en plus, on le fait aussi à Addis Abeba, voire directement dans les pays, parce qu'on se rend compte que la gestion de conflits, elle se fait de plus en plus sur ces théâtres-là. Deux questions très brèves, parce que vous voyez qu'il est 54 et que cette salle devrait être libérée à 59. Donc, Mademoiselle Kahn. Bonjour monsieur. Ma question, les mécanismes gestionnaires à l'intérieur d'un ONG me fascinent particulièrement. Ma question est un peu pareille que comment vous recouvrez les gens et aussi sur la question comment une décision est faite, par quel processus et comment définir l'objectif primaire et secondaire. Et donc, est-ce qu'un ONG fonctionne comme une entreprise sociale? Parce que on confond souvent avec les ONG avec les entreprises sociales, parce que les finalités parfois sont un peu pareilles. Merci. Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Donc, on recrute de manière normale. Donc, il y a en France, c'est Coordination Sud, qui est le site web spécialisé qui publie les offres du secteur associatif. Au niveau international, il y a Relief Web, etc. Il y a d'autres lieux où les professionnels de la solidarité internationale et de l'humanitaire se rencontrent et où on met en ligne et on recrute sur des profils professionnels. Si c'est pour faire du fundraising ou du marketing ou du plaidoyer ou du média, c'est des profils professionnels dans ces domaines-là. On n'est pas une entreprise sociale, on est une organisation de professionnels qui sont mobilisés pour atteindre un objectif. Ceci étant dit, dans nos propres pratiques de fonctionnement interne, de dialogue social à l'interne, etc., on essaye d'appliquer aussi nos valeurs. C'est pas tout le temps facile, mais on essaye. Alors ensuite, sur votre autre question, c'est une présentation qui est, par ailleurs, qui est faite uniquement là-dessus. Comment on détermine une position dans Oxfam? C'est très complexe. En gros, on essaye de s'appuyer sur notre expérience sur le terrain et de documenter toujours, de ne pas partir sur une position idéologique, mais de partir d'abord de qu'est-ce qui se passe sur le terrain et qu'est-ce qu'on connaît du terrain, de nos programmes, de nos partenaires et en quoi c'est un problème et quelles pourraient être les solutions. On croise ça avec des alliés, donc d'autres ONG, des acteurs de recherche, des gouvernements, etc. Et on a des gens chez nous qui sont experts d'un sujet et qui vont creuser ce sujet, consolider, capitaliser ce qui remonte du terrain et proposer des positionnements. Et ensuite, on a des processus collectifs d'arbitrage et de décision pour aboutir à un positionnement sur un dossier donné, puisqu'on a une confédération avec 17 affiliés, autant de voix. Et donc, c'est la géométrie variable, mais sur le principe, la position est préparée du terrain avec les experts thématiques, et ensuite ça remonte dans la confédération, où chaque affilié donne son point de vue, on consolide, et il y a des arbitrages finaux pour avoir une position consolidée. C'est très clair, tout ça est tout à fait clair. Quand j'en aurai fini avec la philosophie, ça m'intéresse beaucoup. Non, c'est vraiment très bien. Voilà, c'est très bien. Écoutez, je vous remercie vraiment très sincèrement et très chaleureusement parce que nous ne sortons pas ce qui arrive trop souvent à l'issue de ces conférences comme nous étions entrés dans cette salle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que personnellement j'ai comprises et qu'il y a des choses que j'ignore, ça c'est certain, mais il y a des choses que j'ai comprises et que je ne comprenais pas. Donc là, bravo. Voilà, et juste avant de partir, si vous voulez, j'ai quelques petits dépliants. Il y en a un qui est la présentation générale, la façon dont on a fait de faire de la sensibilisation du grand public sur les questions climatiques. Oui, très bien. Voilà, ça vous donnera un aperçu. Quelques-uns qui sont sur des événements sportifs solidaires de marche et de marche en raquette que nous organisons. Et sur la question des sous et du milliard, j'ai le dépliant Vaudon en action 2014 qui explique comment on a affecter l'argent et ce qu'on a fait, et ensuite une plaquette institutionnelle qui présente plus largement nos missions et notre identité. Donc je vais les poser là, n'hésitez pas à vous servir. Oui, merci beaucoup.